Bonjour, alors le contexte vient récemment d'évoluer. En effet, au 1er janvier, on est passé de la RT 2012 à la RE 2020, qui est une forte évolution parce qu'on est passé d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale. Et ça implique plein de nouvelles choses et plein de révolutions dans le bâtiment. Donc pour l'instant, le contexte est tout nouveau parce que nous sommes en mars, donc l'application n'a eu lieu que depuis quelques mois. Donc les industriels et tous les acteurs du bâtiment sont en train de se l'approprier et nous allons pouvoir voir qu'est-ce que ça implique aujourd'hui. Alors, la RE 2020 étant une nouvelle réglementation, elle ne peut pas prendre dès le début en compte tous les bâtiments. Donc au début, une certaine partie des bâtiments va rester sur la RT 2012. Par exemple, les bâtiments tels que les bungalows pour le camping ou les caravanes ne sont pas pris en compte. Les bâtiments pareils, les bâtiments de moins de 50 mètres carrés ne sont pas pris en compte. Et les extensions de moins de 150 mètres carrés et de moins de 30% du bâtiment ne sont pas pris en compte. L'ARE 2020 aujourd'hui ne prend en compte que les bâtiments de logement et à partir du 1er juillet prendra aussi en compte les bureaux et une partie des bâtiments d'enseignement. Elle devrait petit à petit s'appliquer à l'ensemble des bâtiments, mais pour l'instant les textes d'application ne sont pas encore sortis. Alors, comme sur la RT 2012, le législateur a souhaité conserver un maximum de liberté aux concepteurs et aux réalisateurs du bâtiment pour faire en sorte que le bâtiment puisse s'adapter au mieux au site. C'est pour ça qu'il a prévu très peu de garde-fous dans cette norme. En effet, il y a essentiellement que deux garde-fous qui ont été choisis, qui sont les 1/6 pour les fenêtres et au niveau des ponts thermiques qui ne doivent pas dépasser certains seuils. En dehors de ça, il y a la norme va suivre 5 grands indicateurs qui sont le BBio. Le BBio, c'est, comme dans la RT 2012, la bonne conception du bâtiment, la bonne isolation, la bonne qualité des fenêtres, etc. Après, il y a le CEP. Le CEP qui est le même que dans la RT 2012, le seuil a été légèrement baissé, mais c'est le même calcul, qui va calculer la consommation du bâtiment dans des définis. Après, ils ont rajouté le CEP-NR. Qui est quelque chose de nouveau et en fait qui est le même calcul que le CEP, mais uniquement sur les énergies non renouvelables. Le but du législateur étant de favoriser les énergies renouvelables et le CEP-NR va être inférieur au CEP, donc pour justement favoriser le développement des énergies renouvelables au niveau des fournisseurs. Les nouveaux indicateurs qui sont maintenant mis en œuvre dans la RE 2020 et qui n'étaient pas dans la RT 2012, en fait, sont des indicateurs environnementaux. Le premier indicateur, c'est le IC construction. Le IC pour indice carbone de la construction. Donc le but étant de dire, aujourd'hui, on ne peut plus concevoir des bâtiments qui, lors de la phase de chantier, consomment énormément de carbone et on va venir limiter la quantité de carbone émise lors de la phase de construction et lors de la phase de déconstruction. Après, il y a aussi le bâtiment, on ne fait pas que le construire et le déconstruire, on va aussi l'exploiter. Et donc, il a été créé un IC énergie, indice carbone de l'énergie. Et ça, pareil, sur les 50 ans, le bâtiment n'aura pas le droit d'émettre plus de tant de carbone lors de sa phase d'exploitation. Le dernier indicateur suivi, c'est le degré-heure. Le degré-heure, résumé régulièrement par DH, qui en fait va calculer le confort d'été pendant les canicules. En effet, avec le degré-heure, on n'aura pas le droit de dépasser tant d'heures d'inconfort à tel endroit, l'heure d'inconfort étant naturellement à chaque heure si le bâtiment augmente en température, plus qu'à un certain seuil, il va augmenter son degré-heure et si on dépasse un certain seuil, le bâtiment ne sera pas conforme, donc ne sera pas RE 2020. Effectivement, ces indicateurs seront variables dans l'espace et dans le temps. Aujourd'hui, si on prend juste l'espace, effectivement, on ne va pas concevoir un bâtiment de bureau à Lille comme un bâtiment de logement à Paris ou un bâtiment d'école à Marseille parce que les usages, la zone géographique, les températures sont différentes. Donc les indicateurs vont déjà évoluer suivant les usages. Si on fait du logement ou si on fait du bureau, on ne va pas consommer les mêmes énergies. Effectivement, au logement, on va prendre des douches, au bureau, on va uniquement se laver les mains. Donc dans le logement, on va essayer d'optimiser la production
d'eau chaude dans le bureau, ce sera un peu moins intéressant. Deuxième indicateur qui va faire évoluer, c'est la zone géographique. Effectivement, on ne va pas regarder la consommation de la climatisation pareil que ce soit à Lille ou à Marseille, parce qu'à Lille, il va falloir plus isoler le bâtiment vis-à-vis du froid, mais moins du chaud, alors qu'à Marseille, ça va être l'inverse. Aussi, on va prendre en compte la zone de bruit. Est-ce que je peux ouvrir ou non les fenêtres pour venir ventiler par exemple, la nuit, lorsque je dors chez moi, est-ce que je vais pouvoir ouvrir ou non la fenêtre? Si je suis à côté d'une autoroute, je ne vais pas pouvoir ouvrir la fenêtre parce que mon logement ne sera pas propre à l'utilisation. Alors que si je suis au plein milieu de la campagne, ça ne posera pas de problème. Une autre chose qui sera prise en compte, c'est l'altitude. En effet, si je suis en haut du Mont Blanc ou si je suis juste à côté de la mer, les températures ne seront pas les mêmes et donc les besoins en isolation ne sont pas forcément identiques. Une autre chose qui va évoluer, qui va faire évoluer les seuils, ça va être la surface. En effet, si je fais un petit bâtiment, il va être beaucoup plus déperditif, mais vu qu'il sera petit, il consommera moins d'énergie. Donc, il va y avoir une élévation de ces seuils pour les petites surfaces et pour faire en sorte que les petites surfaces soient moins pénalisées que les grandes surfaces. Et dernière chose, on a dit que ces indicateurs vont évoluer dans le temps. Le législateur s'est dit que le but était de montrer le chemin aux industriels du bâtiment et aux ceux qui produisent les matériaux pour le bâtiment en leur disant qu'aujourd'hui, les seuils qui étaient en vigueur, surtout sur le IC Construction, vont évoluer dans le temps et qu'ils vont devoir faire évoluer leur processus vers une sobriété énergétique et une sobriété carbone. Et donc, il a défini des seuils de 2022, de 2025, de 2028 et de 2031 pour faire en sorte que tout le monde rentre dans une démarche de limitation du carbone à chaque phase de la conception à la réalisation du bâtiment. Pour l'illustration de ces propos, je vous propose de prendre un exemple. Cet exemple, ça va être une maison individuelle de 70 mètres carrés positionnée pas très loin de Bordeaux. Pour cela, donc, nous allons pouvoir regarder un petit peu ce que ça implique. Déjà, nous connaissons l'usage de ce bâtiment, parce que c'est un bâtiment de maison individuelle. Nous connaissons la surface, c'est 70 mètres carrés. Nous savons exactement où elle est positionnée, pas très loin de Bordeaux. Grâce à cela, nous allons pouvoir définir exactement la zone de bruit, exactement l'altitude. Donc, grâce au moteur de recherche qui a été validé par les professionnels en charge du développement de l'ARE 2020, nous allons connaître tous les seuils de l'ARE 2020. Avec ces seuils, nous allons pouvoir venir travailler l'isolation, la qualité des vitrages, la qualité des menuiseries et donc la qualité du bâti. Une fois que nous avons fait ça, nous allons vouloir derrière optimiser tout cela pour avoir le meilleur rapport qualité-prix pour le client. Nous allons déjà travailler sur l'intelligence du bâtiment. En effet, l'ARE 2020 prend cette intelligence et par exemple va prendre le fait de pouvoir occulter automatiquement les baies lorsqu'il y a trop de soleil pour faire en sorte que le bâtiment ne se réchauffe pas trop. Après, nous allons derrière venir travailler sur les lots CVC. En effet, sur une maison individuelle peu grande, nous allons venir travailler sur l'optimisation de ces lots. Donc le lot CVC, c'est le lot ventilation, chauffage, plomberie. Et donc sur ce lot, nous allons essentiellement travailler sur le chauffage et la ventilation. Et nous allons essayer de travailler par exemple avec des systèmes de double flux, avec récupération de fraîcheur ou de chaleur, suivant si on est en période d'été ou d'hiver. Une autre chose, vu que nous sommes en construction hors site, nous allons pouvoir travailler avec les fabricants des matières premières que nous utilisons pour améliorer l'ACV des produits qu'ils nous fournissent. L'ACV, c'est quoi? C'est l'analyse du cycle de vie. Et donc cet ACV va impacter fortement le IC construction et le IC énergie du bâtiment fini. Donc le fait de pouvoir les optimiser, nous allons pouvoir utiliser des matériaux le plus compétitifs et le plus intéressant pour le bâtiment. La dernière chose que nous allons faire aussi, vu que nous sommes dans une zone plutôt chaude, nous allons venir travailler l'inertie du bâtiment pour faire en sorte qu'il se réchauffe le plus tard possible et donc qu'il y ait un besoin en climatisation le plus tard possible.